avant de commencer, je voulais vous présenter un peu CoCoWorker, ce qu'on fait finalement. CoCoWorker, nous, on est une startup RH et notre mission, c'est vraiment de révéler le potentiel humain de l'entreprise en réinventant finalement la façon dont on reconnaît les personnes dans l'entreprise. On est parti d'un constat, c'est que 7 salariés sur 10 aujourd'hui considèrent souffrir d'un manque de reconnaissance au travail. L'observation qu'on en a faite, c'est que finalement, quand on parle reconnaissance en entreprise aujourd'hui, c'est généralement fait de façon verticale, donc ça reste à la main de la RH et du manager qui ne peuvent pas tout voir et tout savoir. Du coup, ça se base facilement sur la visibilité qu'on se donne auprès des décideurs et ça n'encourage pas toujours la collaboration et ça ne donne pas forcément les bons messages. Le deuxième point, c'est que la reconnaissance, donc c'est vraiment ce moment officiel où on parle appréciation, ça reste quand même décorrélé du rythme opérationnel, ça va se dérouler 1 à 2 fois par an. Et le troisième point, c'est que la reconnaissance, elle continue à se focaliser avant tout sur les résultats individuels et peut-être qu'elle ne prend pas assez en compte le savoir-être de chacun. Les fameuses soft skills, donc les comportements, les compétences transversales, le savoir-être des salariés qui sont clés pour eux, pour le futur du travail, et aussi qui sont clés pour l'entreprise, parce que c'est très lié à sa culture. Donc quand on reconnaît quelqu'un, finalement on donne le message à toutes les autres il faut se comporter comme elle pour évoluer chez nous. Donc c'est important finalement de pouvoir aligner la culture de l'entreprise en permettant aux personnes qui l'incarnent vraiment les valeurs d'être reconnues par le collectif. Donc c'est ce qui nous a amené à créer donc une application, une plateforme dont la première brique s'appelle KIF, qui est une solution de reconnaissance entre collègues basée donc sur ces soft skills, qui permet à chaque salarié de pouvoir reconnaître et valoriser les comportements positifs, l'engagement et le savoir-être de ses collègues avec des signes de reconnaissance qualifiés intitulés donc les KIF. Donc ces KIF-là, en fait, ce sont des signes vont permettre de prendre conscience de ses points forts grâce aux autres, puisqu'ils ont la particularité d'être qualifiés, on ne parle pas de like. L'idée, c'est vraiment toujours d'expliquer pourquoi on a reconnu telle personne, de le mettre en lien avec les valeurs de l'entreprise, puisque la plateforme a la particularité d'être entièrement transparente. Donc on cherche aussi à créer des modèles de réussite qui sont vraiment accessibles et inspirants pour tous, de faire comprendre finalement comment on est reconnu dans l'entreprise et qu'est-ce qu'on attend de nous. Voilà. Donc c'est très formateur, c'est gamifié parce qu'on a donné en fait à chaque collaborateur 3 KIF à envoyer à ses collègues tous les mois, ils ne sont pas cumulables. Donc l'idée, c'est aussi de développer une habitude de reconnaissance, de prêter attention à son entourage professionnel sous un angle positif et bienveillant. Et donc, ça reste uniquement positif. Voilà, on n'est pas sur l'outil de feedback, c'est vraiment le côté, on développe la gratitude dans l'entreprise et on fait en sorte de pouvoir apprendre sur soi grâce aux autres. Donc ça, c'est une première brique qui permet vraiment d'identifier, de valoriser ces compétences-là dans l'entreprise. Mais on a choisi aussi d'intégrer les open badges. Donc Serge va nous en dire un peu plus, enfin même beaucoup plus, parce qu'on a trouvé que c'était une opportunité formidable finalement pour permettre aux salariés de se développer, de leur donner l'opportunité de grandir et de reconnaître leur engagement de tous les jours, de reconnaître des participations, de créer vraiment des parcours d'apprentissage dans l'entreprise qui soient ouverts, qui soient accessibles à tous, et de faire en sorte que cette reconnaissance, elle puisse être portable, c'est-à-dire valorisée en dehors de l'entreprise, mais même à tous les niveaux au sein d'une organisation. C'est très bref parce que j'ai surtout envie de laisser la parole à Serge sur ce sujet-là, mais en tout cas, nous, on a trouvé que c'était absolument passionnant comme sujet et on a trouvé ça très pertinent pour permettre de mobiliser les salariés sur ces sujets de reconnaissance, de les intégrer à ce procédé et de faire en sorte aussi de lier l'engagement de la plateforme au déblocage des badges. Donc finalement, on est sur des process aussi de blockchain, de confiance dans l'organisation. Après, ce qui est intéressant avec les open badges, c'est qu'on est vraiment sur des écosystèmes. Celui de lié à l'entreprise est encore peu développé. Les open badges sont assez connus c'est IBM qui reste la référence à ma connaissance comme l'entreprise qui a vraiment utilisé ça pour la mobilité interne et la reconnaissance des compétences techniques de ses développeurs. Après, nous, on a vraiment envie de partager cette innovation et de faire en sorte que de plus en plus d'entreprises se mettent à l'utiliser.
c'est aussi pourquoi on l'intègre à notre outil. Voilà un peu pour une présentation assez brève de CoCoWorker. Aujourd'hui, on travaille avec des grands groupes comme Safran, RTE, April, sur Avenir et Néopost. Et puis voilà, on fait des petits déjeuners, comme vous voyez, comme celui-ci tous les mois, pour partager des témoignages de pionniers qui entreprennent une nouvelle culture managériale et qui cherchent à développer des entreprises, des organisations apprenantes, des sociétés. Vous parlez même de territoires apprenants. Voilà, donc c'est assez exclusif finalement d'avoir une personne comme ça chez nous. Donc on est ravis de vous partager ça. Et puis Serge, je vous laisse la parole. Je vais vous brancher votre ordinateur comme ça. Et les badges, c'est avant tout un outil un outil de la reconnaissance. Alors, un petit contexte pour revenir aussi sur ce que vous disiez au début. Là, c'était un événement qui se passait à Bruxelles, qui était Validation Festival, donc autour de la validation des compétences acquises de façon informelle. Et ce que disait Marianne Thyssen, c'est qu'il y a 30% des professeurs actuels n'existaient pas il y a 20 ans. Donc voilà une première problématique. Et ensuite, il y a une étude qui a été commandée par Dell et qui dit que 85% des emplois que les apprenants d'aujourd'hui apprennent à l'école, dans les universités, n'ont pas encore été inventés. Donc on apprend des choses aujourd'hui pour faire des métiers qui n'existent pas encore. On ne sait même pas ce que ce sera, c'est ça qui est intéressant. Et puis si on pense en termes d'apprentissage, bon ça c'est une étude qui avait été faite par des Américains, le 70-20-10, vous avez déjà entendu parler, 70% des apprentissages sont informels, 20% c'est plutôt autour du coaching, mentoring, et puis 10% c'est des apprentissages formels, donc des choses qui sont organisées, planifiées, avec un curriculum. Bon. Mais si on regarde ces chiffres-là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que 90% des apprentissages ne sont pas visibles. C'est-à-dire, seuls les apprentissages dits formels sont visibles. On va avoir des diplômes, des certificats, mais quand on apprend des choses dans son travail, quand on développe des choses dans les Fab Labs, c'est pas visible. Donc la question c'est comment est-ce qu'on fait pour rendre ces choses-là visibles? Là, c'est une étude qui a été faite par le CDFOP, c'est European Job and Skills Survey, sur la question de la préparation aux compétences. Alors, c'est skill development, l'activation des compétences et l'accord qu'il y a entre les compétences demandées par le marché et celles qui sont proposées par le système de formation. Et là j'ai surligné la France. La France est ici. On n'est pas comme les Italiens ou les Grecs, qui sont très très bas, mais la question de l'activation des compétences, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement important. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont des compétences, mais qui n'ont pas la possibilité de l'activer à l'intérieur de l'organisation. Donc souvent on se pose la question, ah oui c'est bien, il y a un déficit de compétences, on ne trouve pas les compétences dont on a besoin, mais on ne se pose pas la question de est-ce que l'entreprise est capable d'activer les compétences dont elle a besoin. Quand on avait besoin de data scientists il y a une dizaine d'années, est-ce que l'entreprise était capable d'accueillir les data scientists, de créer les conditions qui permettaient aux data scientists de développer, de mettre en action ces compétences? Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Et dans cette étude aussi, c'est que quand on demande aux gens, est-ce que vous pensez que vous avez les compétences nécessaires pour votre travail? Environ 40% des gens qui pensent avoir plus de compétences que ce qui est requis dans leur travail. Donc c'est pas négligeable quand même. Hein. Plus il y a des gens qui savent qu'ils n'ont pas les compétences, autour de 7-8%. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Les gens sont conscients qu'ils n'ont pas les compétences. Est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour leur donner les compétences qui sont nécessaires? Donc ça, c'est par niveau d'études. Hein, donc c'est à peu près les mêmes chiffres, hein, donc c'est indépendant du niveau d'études et des occupations. Donc si on a 40% des gens qui pensent avoir des compétences qui sont supérieures à celles demandées dans leur travail, 90% des compétences que les gens ont qui ne sont pas visibles, qu'est-ce qu'on fait quoi? Hein, et comme le dit si vous ne savez pas mesurer, vous ne pouvez pas le gérer, cette phrase managériale, on pourra en discuter. Et donc la question c'est comment est-ce qu'on peut faire pour rendre visibles toutes les compétences? Pas 10, 20, 30 ou 40%. C'est se poser la question, comment est-ce qu'on peut rendre visible tout? Et comment est-ce qu'on peut accompagner ces apprentissages informels? Parce que souvent, quand on réfléchit dans le monde des technologies de l'éducation, le monde de l'EdTech, hein,
on est tous dans le formel. Moi, tout ce que j'ai vu, la plupart des choses que j'ai vues, c'est le formel. Si on prend une plateforme comme Moodle, par exemple, on dit « Ah, Moodle, c'est formidable, c'est open source », mais Moodle, c'est fait pour les apprentissages formels. Et donc, on a des outils, on équipe pour 10% des apprentissages, on n'équipe pas pour le 90% des apprentissages. Donc, quelles seront les technologies du monde de l'EdTech qui permettraient d'accompagner ces 90% d'apprentissage? Et donc, les Open Badges ont été inventés pour répondre à ça. Donc, dans les années 2000, on parlait du portfolio. L'idée du portfolio, c'était de rendre visibles les apprentissages. Et en 2011, ont été inventés les Open Badges pour répondre à cette problématique de comment est-ce qu'on va faire pour rendre visibles les apprentissages informels. On apprend tous les jours, comment est-ce qu'on va pouvoir le rendre visible? Et là, il y a eu cette idée géniale, hein, on va prendre une image, on va mettre des métadonnées dedans, et ça va être un badge. Et donc, on va capturer une reconnaissance avec un badge. Mais on a continué d'avancer là-dessus, parce que si les badges avaient été inventés pour rendre visibles les apprentissages informels, d'un seul coup, on avait un outil qui permettait aussi de rendre visibles les reconnaissances informelles. Alors ça, c'est un saut qualitatif extrêmement important. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, et c'est exactement ce que vous faites. Ce que vous expliquiez au début, c'était on se reconnaît les uns les autres. On encourage les gens, avec les kiffs, de reconnaître les autres. Et donc là, avec les badges, on est dans cette logique-là. Alors on peut l'être. Et là, on va en discuter, parce qu'il y a des gens qui sont plutôt sur les badges comme disent les Américains, macro-credentials, c'est le monde académique qui délivre des badges, etc. Mais, donc cette idée de vraiment comment rendre visibles les reconnaissances informelles et aussi de les rendre actionnables. Parce qu'aujourd'hui, les badges, par exemple, on reçoit des badges, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on va les afficher sur LinkedIn, Facebook, et donc comment est-ce qu'on va pouvoir les rendre actionnables? Je dis souvent que les badges, c'est si bête un badge aujourd'hui qu'on ne sait même pas ouvrir une porte avec un badge. Pourtant, ce ne serait pas compliqué avec un badge d'ouvrir une porte. Bon, dans les Fab Labs, ça, ce sera un truc à faire, d'ouvrir des portes avec les badges. Vous faites tous des photos à vos appareils numériques. Et une photo, c'est quoi? C'est une image, hein, et puis il y a des métadonnées, les coordonnées GPS, la date. Un badge, c'est la même chose, c'est une image et des métadonnées, sauf que les métadonnées qu'on va retrouver dans le badge sont relatifs à une reconnaissance. Et donc j'aime bien appeler le badge l'instantané de la reconnaissance, hein, le snapshot, le clic-clac Kodak de la reconnaissance. Et donc les métadonnées qu'on va retrouver dans le badge, c'est qui a reçu le badge, quel est l'émetteur du badge, quels sont les critères d'attribution du badge, éventuellement quelles sont les preuves qui sont associées aux critères. Alors, il y a quelques métadonnées en plus, mais grosso modo, c'est ça un badge. Hein. C'est une relation entre un émetteur, un récepteur de badge, et donc qui décrit pourquoi la personne est reconnue. Et donc, pour créer un badge, c'est pas compliqué, hein. Il suffit d'écrire des métadonnées à l'intérieur d'une image. Ensuite, on peut l'afficher. Voilà, et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi vérifier un badge. Alors la façon dont on vérifie un badge, c'est que l'émetteur du badge garde une copie et puis on vérifie que la copie est bien conforme à l'original. On peut aussi utiliser les signatures cryptographiques, hein, mais ce n'est pas très utilisé encore. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait quand on voulait donner un badge à quelqu'un? On envoyait un email avec un lien et puis la personne cliquait sur le lien et allait télécharger son badge. Et on s'est aperçu que lorsque c'était l'émetteur qui était à l'initiative du badge, il y avait des cas de figure où il n'y avait même pas 10% des gens qui allaient récupérer le badge. Ils recevaient un courrier, vous avez ce badge-là, ils ne cliquaient pas sur le lien pour récupérer le badge. Et donc, mon ami Eric Roussel, qui a développé la plateforme Open Badge Factory, a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne changerait pas qui a l'initiative du badge, que ce ne soit pas l'émetteur du badge, mais que ce soit le demandeur du badge. Donc l'idée de revendiquer un badge. En anglais, c'est claim, mais claim, c'est une revendication. Je revendique un badge. Et donc, le récepteur revendique un badge, il reçoit un formulaire, qui peut être une espèce de micro-portfolio, si vous voulez, et puis la personne va soumettre son formulaire. Et alors là, le simple fait d'avoir déjà déporté vers le demandeur l'initiative, on était capable de mettre un système de validation en disant, c'est ce qu'on peut faire avec Open Badge Factory par exemple, c'est dire
pour qu'une demande de badge soit validée, il faut qu'il y ait X personnes qui aient tel badge qui valide la demande de badge. Alors, ce qui est intéressant avec un tel dispositif, c'est qu'on peut mettre en place une communauté qui va s'autogérer. C'est-à-dire que c'est pas forcément... Lorsque les badges avaient été inventés au début par Mozilla, le modèle que les gens avaient en tête, c'était le modèle du diplôme. D'ailleurs, on parle souvent de micro-credentials. Mais là, on n'est plus du tout dans le diplôme, on est vraiment dans la reconnaissance, dans la communauté qui se reconnaît les uns les autres. On avait une discussion sur mettre en place des badges pour chefs de projet. Est-ce que c'est une autorité qui va donner le badge de chef de projet, ou est-ce que ça ne pourrait pas être la communauté de chefs de projet qui va dire on va accepter des nouveaux chefs de projet? Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un jeu, à savoir qu'on a intérêt, comme communauté de chefs de projet, à en accepter des nouveaux, parce qu'on sera plus fort, plus reconnu, mais en même temps, on ne veut pas n'importe qui. Parce que si on accepte n'importe qui dans notre communauté de chefs de projet, ça va dévaloriser les reconnaissances qu'on a déjà données à l'intérieur de la communauté. Donc, alors, il y a beaucoup de réflexions autour de... Ah oui, quand on pense badge en termes de micro-diplôme, on se dit c'est quoi le système d'assurance qualité que vous avez derrière, etc. Mais on s'en fiche, dans la reconnaissance, on s'en fiche de l'assurance qualité. L'assurance qualité, c'est la communauté qui l'offre. Et, bon, alors, on peut revendiquer une reconnaissance avec un badge. Dans le système qu'on avait jusqu'à présent, il fallait que le badge existe. Et donc l'an dernier, nos amis belges ont développé dans le cadre de Summer of Code, c'est organisé par Open Knowledge Belgium, et d'ailleurs ce serait bien qu'on avait un Summer of Code en France aussi, et ils ont développé une application avec l'idée qu'on ne va pas attendre qu'un badge existe pour le demander, on va créer le badge, et puis on va demander à quelqu'un de l'émettre pour nous. Parce qu'il y a encore ce petit défaut dans le badge, c'est son défaut originel, c'est qu'il y a un émetteur et un récepteur. Et donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui émette le badge. Et donc, si j'ai besoin d'une reconnaissance, il faut que je demande à quelqu'un d'émettre le badge pour moi. Et donc, c'est une application qui s'appelle BeSkilled, qui en plus de ça, maintenant est alignée sur le référentiel ESCO. ESCO, c'est un référentiel, c'est un peu comme le ROM en France, qui fait l'inventaire de l'ensemble des compétences en 26 langues. Donc c'est assez intéressant comme outil. Et donc, je revendique une reconnaissance, donc je crée mon badge, et puis je demande à quelqu'un de l'émettre pour moi. Donc ça, c'est un changement assez intéressant. Alors comme vous le disiez, un peu la référence en termes d'entreprise, c'est IBM. Ils ont vraiment repensé leur système de développement des ressources humaines avec les badges. En juillet 2018, ils ont eu leur millionième de badge. Je ne sais pas maintenant à combien ils en sont, mais ils vont arriver certainement à 2 millions en juillet. Et il y a vraiment, au début, IBM l'avait fait pour ses formations clients, et maintenant, ils l'utilisent vraiment pour l'interne. Et voilà, ce qu'ils disent, l'avantage des badges, c'est qu'ils constituent un signal moderne de réussite et d'employabilité. Et IBM n'a pas du tout peur que son personnel affiche chez Badge. Au contraire, ils encouragent ses employés à afficher leur badge sur LinkedIn ou Facebook, parce qu'en même temps, ils montrent les compétences de l'entreprise. Donc, il y a toute une catégorie, différentes catégories de badges pour les connaissances, les savoir-faire, etc., des certificats aussi. Parce qu'un badge, c'est qu'un véhicule, c'est qu'un médium. Donc, on utilisait du papier pour les certificats, on peut aussi utiliser un certificat électronique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont développé une application. Avant, il y avait un silo des ressources humaines. Maintenant, avec les badges, on est dans les données ouvertes. On a créé un système de données ouvertes de compétences à l'intérieur d'IBM, et donc on peut rechercher des talents si on veut monter un projet. On a une application sur son mobile et on recherche des talents. Donc vous voyez ici le nombre de types de badges, il y en a plus de 1000. Et ça, ils travaillent aussi avec leurs sous-traitants, avec un de leurs sous-traitants qui dit voilà les crédits que j'ai reçus et qui sont seulement disponibles pour les partenaires business d'IBM, me permettre de montrer que j'ai des compétences vis-à-vis de mes clients. Donc ça aide aussi les sous-traitants, les partenaires.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que Northeastern University reconnaît les badges d'IBM vers des crédits académiques. Donc on est vraiment dans l'approche VAE. Quand on voit comment est-ce qu'il faut galérer pour faire des dossiers de VAE, et puis la VAE en France, le nombre de VAE diminue, ce qui est quand même assez dommage. Là, on a un outil, imaginons qu'on reçoive des badges pour tout ce qu'on fait, sa VAE, ça devrait être simplement, on amène nos badges et on appuie sur un bouton et puis on a notre VAE. Encore qu'il faudrait repenser la VAE, que ce ne soit pas par rapport à des diplômes existants, mais qu'on reconnaisse une personne avec son propre diplôme, mais ça, ce sera une discussion qu'on pourrait avoir. Ce qu'on a fait en 2016, quand on avait notre conférence à Bologne, on a dit on va réécrire la déclaration de Bologne, on va l'appeler Bologna Open Recognition Declaration. Et le terme de reconnaissance ouverte, c'était pas du tout, ça n'existait pas, c'était pas d'utiliser. On parlait de open learning, open education, open science, tout était ouvert, open data, mais la reconnaissance n'était pas quelque chose qui était ouvert. Personne n'avait pensé à ouvrir la reconnaissance. Pourtant, c'était là, c'était sous nos yeux, mais personne n'a pensé à utiliser ce terme-là. On l'a utilisé. Et donc voilà, c'était en 2016. Et voilà ce qu'on faisait, c'est une reconnaissance ouverte pour tous. On demande à chacun de prendre la responsabilité personnelle de ses propres apprentissages et de la reconnaissance des acquis des autres. C'est ce que vous décriviez au début. C'est-à-dire que la reconnaissance, je ne sais pas si vous connaissez Axel Honneth, le directeur de l'école de Francfort, qui a écrit La lutte pour la reconnaissance. On pense toujours à la reconnaissance comme une lutte pour la reconnaissance. On essaie de se faire reconnaître. Oui, mais si on essaie de se faire reconnaître, ça veut dire qu'on reconnaît aux autres la possibilité de nous reconnaître. Or, on ne parle pas de ça, justement. Et là, on était vraiment dans votre logique qui est, oui, nous sommes des agents reconnaissants. Pourquoi est-ce que la reconnaissance ne proviendrait que d'une autorité et pas... ça se passe dans la vie de tous les jours, même quand on dit merci, c'est une forme de reconnaissance. Donc, avec cette idée de comment est-ce qu'on va développer des écosystèmes de reconnaissance, des écosystèmes ouverts de reconnaissance ou des écosystèmes de reconnaissance ouverte. Enfin bon, en anglais c'est clair, en français on pourrait changer l'ordre des mots. Et donc, ce que j'avais fait à un moment donné, quand je regardais ce qui se passait avec les badges, j'étais pas très content de ce qui se passait avec les badges au début. Il faut bien le reconnaître. On faisait du vieux avec du neuf. On faisait des micro-diplômes. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de micro-diplômes, et donc j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Et donc j'ai fait ce que j'appelle le plan de la reconnaissance avec deux axes. Un axe formel, non formel, donc une reconnaissance qui est plutôt centrée sur l'institution ou centrée sur la communauté. Et puis un autre axe qui est plutôt tourné vers le passé statique. Un diplôme, comme vous l'avez, c'est statique, ça ne bouge pas. Ou est-ce que c'est plutôt tourné vers l'avenir et dynamique? Et quand je regardais où étaient les projets badge existants, ils se trouvaient dans le cadran de la normalisation, conformance en anglais. On était là. Et je me disais, mais c'est quand même dommage, la reconnaissance, ça couvre tout ça, et avec les badges, on ne couvre que ça. Et donc, j'ai proposé une approche qui permette justement de dire, voilà, on peut avoir aussi des badges de rêve. C'est-à-dire, on peut demander, je suis Carole, j'ai 14 ans, je veux devenir médecin, je demande mon badge de médecin. Je n'ai pas besoin d'attendre d'être médecin pour demander mon badge de médecin, et je construis mon identité, je me projette dans le futur. Le livre de Kaufmann sur l'invention de soi. La question de l'identité, c'est l'invention de soi. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement d'où on vient. Or, les badges avaient tendance à être là. Ils nous disaient d'où on venait, ce qu'on avait réussi à faire. Il y a aussi que la reconnaissance, on la pense souvent comme quelque chose qui vient après, parce que c'est ce qu'on a appris à l'école. On apprend, et à la fin, on a le diplôme. La reconnaissance, c'est quelque chose qui vient à la fin. Mais pourquoi est-ce que la reconnaissance, ce n'est pas quelque chose qui viendrait au début, qui serait l'agent qui nous motive? Et donc, je veux être reconnu, moi, Carole, à 14 ans, comme un futur médecin. Et là, on est vraiment dans une posture d'émancipation. On donne la possibilité à la personne de créer sa propre identité. Et avec les badges, on peut faire ce genre de choses-là. Et c'est vrai qu'on peut y voir tout de suite l'équivalent dans l'entreprise, finalement, même avec un stagiaire qui va pouvoir se projeter, avec même en termes de mobilité professionnelle,
d'ouvrir vraiment le champ des possibles, finalement, avec ces badges-là, en se disant, bah, je vais peut-être moi-même partager un badge de rêve, rendre visible mon projet professionnel et pouvoir le construire grâce à ça. Et déjà, ça va être... je vais pouvoir comprendre quel parcours je dois entreprendre pour accéder à ce poste-là, qui paraissait peut-être éloigné de mes compétences à l'origine, mais qui va devenir possible, finalement. C'est sur YouTube, la nuit des Open Badges. Il y a Justin Mason qui a fait une présentation hier justement sur cette logique-là, parce qu'on parle de parcours de badge, pathway, et lui il disait la façon dont on conçoit les parcours de badge aujourd'hui, de façon traditionnelle, c'est-à-dire on fait des badges, et puis quand on a un certain nombre de badges, on a le méta-badge, puis quand on a plusieurs méta-badges, on a le méta-méta-badge, et lui, il renverse complètement la proposition en disant « Non, je crée mon méta-badge au début, c'est-à-dire là où je veux aller, et ensuite je crée tous les badges qui viennent en dessous, qui vont permettre d'alimenter mon méta-badge. » On est un peu dans la logique de François Tadei quand il veut faire des diplômes blancs. Je veux créer mon propre diplôme. Si on veut faire un diplôme interdisciplinaire, on va prendre des bouts de choses à droite et à gauche. Mais il faut bien partir d'un... C'est nous qui créons notre méta-chose. Et quand on pense pour la VAE, ça devrait être pareil. Ça devrait être le diplôme de ce qu'on a expérimenté dans la vie. Et puis alors, dans la partie dynamique, l'exemple que je prends souvent, c'est celui du Tamagotchi. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un badge qui serait très vif, en couleurs, avec des couleurs très vives, et puis un an après, il commence à devenir un peu plus pâle, et avoir quelque chose de vivant. Mais ça, c'est possible de faire. C'est possible de faire parce que, par exemple, il y a la notion qu'on appelle d'endossement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a reçu un badge, on peut avoir des gens qui disent « Oui, je reconnais que ce badge-là, tu l'as mérité, tu l'as mis en œuvre ». Et donc, on pourrait faire que ces endossements, on crée une visualisation qui rend compte de ces endossements, qui rend compte des nouvelles preuves qui ont été apportées au badge, parce qu'il y aura la possibilité de rajouter des nouvelles preuves dans un badge qu'on a déjà reçu, voir qu'on a eu d'autres badges qui étaient connexes et qui vont renforcer la valeur du badge qu'on a déjà eu. Jusqu'à aujourd'hui, il décrit ce qu'on a fait. Mais si on pense par exemple au prix qu'on avait à l'école, je ne sais pas s'il y a encore des prix à l'école, moi je n'ai pas eu beaucoup, je vous rassure tout de suite, mais quand on avait un prix, on recevait un livre, c'était quelque chose qui nous ouvrait sur le monde. Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas des badges dans lesquels, au lieu de nous dire ce qu'on a fait, on nous dit voilà tout ce que tu peux faire, que ce soit d'autres apprentissages, des activités, des projets que tu pourrais monter. C'est-à-dire une façon d'activer le badge, ce serait de dire voilà, j'ai ce badge-là, oups, ça m'ouvre le monde, ça devient une espèce de hub qui nous ouvre. Ce ne serait pas compliqué à faire. C'est très expérientiel en fait. Oui. On n'est pas sur de la formation un peu dure, passive. Oui. Et je pense que l'innovation, elle est là finalement. C'est qu'on inverse la façon dont on fait la reconnaissance comme depuis toujours, qui est très descendante. Et là, n'importe qui peut être acteur de sa propre reconnaissance et de son développement en apportant des preuves très concrètes. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est à des micro-niveaux où chacun peut valoriser rien que le fait de venir ici en fait. Absolument. Rien que le fait de vous être intéressé à ce sujet-là, ça montre que vous avez développé un intérêt pour le développement professionnel, pour l'innovation managériale, etc. Donc tout ça, on va pouvoir le valoriser. Et ce que je trouvais dommage aujourd'hui en entreprise, c'est qu'on ne voyait pas finalement tous les engagements des salariés. On ne savait pas que telle personne allait à hackathon, on ne savait pas que telle personne en fait était très bon là-dedans et pouvait contribuer à sa manière à enrichir le projet d'entreprise. Enfin, voilà, c'est vraiment, je pense que ça doit faire des déclics aussi dans votre tête sur les utilisations dans l'organisation. Possible et imaginable. Et aussi, il faut quitter cette approche un peu égotique, c'est de la chose individuelle. Pourquoi pas des badges collectifs ? Il y a un pont qui a été construit, pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas le badge du pont à toutes les personnes qui ont participé au pont, architectes, ingénieurs, la personne qui s'occupait des latrines, des sandwichs. Et bien sûr, ce n'est pas un badge de compétences, il ne dit rien sur les compétences des gens, mais ça montre que les compétences que la personne a, qu'elle peut décrire par ailleurs, ont été activées dans cet environnement-là. Et c'est ça qui est intéressant. Les reconnaissances, ça se passait à l'armée, quoi. Quand il y avait une bataille, on avait une médaille pour la bataille. On ne disait pas on a bien tiré au fusil ou au canon. Bon, c'est peut-être pas la bonne image, mais ça se passait déjà comme ça. Donc les reconnaissances collectives, ce sont des pratiques. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas en dehors des moments guerriers ? En fait, ça va être un outil même pour le management.
besoin d'engager même des collègues alors Oui. qu'ils ne sont pas du tout liés hiérarchiquement, et c'est un peu le seul poids qui existe aujourd'hui, bah, tu es en dessous de moi donc tu dois faire ça. Là au moins ce serait une façon d'incentiver complètement l'engagement, de reconnaître vraiment tous ces investissements qui vont au-delà de la fiche de poste traditionnelle. Voilà, on a fait ce projet-là, tous ensemble, avec des gens des compétences complètement différentes, et c'est le projet qui est badgé. Et du coup, on crée du lien. Et quand on va cliquer sur le badge de la personne, on va pouvoir toutes les personnes qui ont eu le même badge, les autres badges qu'ils ont eu, etc. Donc c'est un outil qui donne à voir les choses. Et donc quand on pense en termes de reconnaissance, faut le voir au niveau micro, les reconnaissances qu'on se donne entre nous, au niveau méso, entre les organisations, et puis aussi au niveau macro. Dans l'enseignement agricole, mon ami Philippe Petitqueux a mis en place des badges pour reconnaître les enseignants qui s'occupent des TIC dans les lycées agricoles. Et donc, c'est un badge qui est purement entre les enseignants, mais avec l'idée que ça va être reconnu ensuite par la direction académique. Donc, le badge devient un outil d'organisation et de reconnaissance collective. Hein, donc, ce n'est pas quelque chose qui descend, c'est quelque chose qui est ascendant. Et donc, moi, j'aime bien parler plutôt de flux de reconnaissance, d'espace de reconnaissance. Hein. Donc, les personnes que je reconnais qui me reconnaissent, les organisations que je reconnais qui me reconnaissent, etc. etc. Donc, on est vraiment dans des systèmes dynamiques, ouverts. Et aussi, cette idée que la reconnaissance, c'est non seulement les reconnaissances qu'on a reçues, mais c'est aussi la reconnaissance qu'on a donnée, celle que vous disiez. C'est-à-dire que mon capital social, hein, j'ai une dette vis-à-vis des gens qui me reconnaissent et j'ai un crédit vis-à-vis des personnes que je reconnais. Et donc on peut faire cette espèce d'économie de la reconnaissance et de rendre visibles ces reconnaissances. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai un collègue qui a écrit un livre sur le portfolio et qui me disait que le meilleur portfolio qu'il avait eu entre les mains, c'était un portfolio dans lequel la personne reconnaissait d'autres personnes. Donc ce n'était pas un portfolio moi, c'était un portfolio moi et nous, c'était un portfolio de reconnaissance où il y avait à la fois les reconnaissances reçues et aussi les reconnaissances offertes. Et donc si on pense à ça, c'est penser que si on prend un CV, dans un CV, on ne voit que les reconnaissances qu'on a reçues, mais on ne voit pas les reconnaissances qu'on a offertes. Or, si on est un manager, on doit être capable de reconnaître ses collaboratrices et collaborateurs, ça fait partie. La capacité de reconnaître, hein, alors, comment est-ce qu'on voit cette capacité de reconnaître hein, si on ne lui a pas donné les outils qui permettaient de reconnaître? Et donc, cette idée de la communauté comme productrice de reconnaissance, parce que si on réfléchit un petit peu, une reconnaissance formelle, un diplôme des médecins, c'est la communauté de médecins qui donne le diplôme de médecin. À un moment donné, ça passe par une institution. L'institution n'est que délégataire de la communauté. Donc c'est toujours une communauté qui reconnaît. Ça peut être formalisé, ça peut être institutionnalisé, mais c'est toujours une communauté qui reconnaît. Et là, je ne sais pas si vous connaissez l'expérience de Francis Galton. C'est ce qu'on utilise souvent comme référence quand on veut faire parler de l'intelligence collective. Donc il était dans une foire à Bestiaux, et puis il y avait des billets de tombola, et les personnes devaient évaluer le poids d'un bœuf une fois qu'il était préparé, abattu et préparé. Et ce dont il s'est aperçu, c'est qu'on arrivait à 1%. Bon, si on prenait l'ensemble des billets tombola, on arrivait à 1% de la valeur réelle. Alors que si on demandait aux personnes individuellement, il y avait des écarts qui étaient beaucoup plus importants. Alors c'était des professionnels il faut faire attention aussi, c'était des professionnels de la boucherie qui étaient là. Mais malgré tout, le fait que ce soit des professionnels, il y avait des écarts entre les professionnels. Mais collectivement, les professionnels étaient arrivés à une valeur médiane qui était correcte. Et maintenant, si on remplaçait le bœuf par paire et le poids par compétence, cette idée que finalement, si on était collectivement en charge de la reconnaissance de nos pairs, peut-être qu'on arriverait à des reconnaissances, même sur des choses très précises comme des compétences, qui pourraient être utiles et qui pourraient avoir de la valeur. Et donc, c'est cette idée de faire de chacun les curateurs des compétences. La métaphore, c'est OpenStreetMap. Vous connaissez OpenStreetMap.
c'est une cartographie participative. On voit un sens interdit, on va pouvoir mettre dans OpenStreetMap le sens interdit. Cette idée on pourrait faire aussi des référentiels de compétences, si on veut vraiment parler de compétences, qui pourraient être faits de façon ascendante avec les personnes, nous, qui ferions émerger la visibilité de ces compétences-là. Et si on se réfère aux statistiques qui étaient données au début, peut-être que c'est ce genre de dispositif qu'on devrait faire réfléchir. Et donc cette idée qu'il y a vraiment l'idée de penser en termes d'espace de reconnaissance, passer de ce que j'appelle de l'ego à l'éco-reconnaissance, où il y a plusieurs dimensions. Quel est le niveau d'agence, agency en anglais, de la personne, qui devient vraiment la curatrice des compétences. Est-ce que c'est fait de façon individuelle ou dans l'espace collectif et dans le temps? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe au départ ou qui se passe à l'arrivée, cette reconnaissance-là? Le badge est un outil absolument formidable pour passer de l'intangible au tangible. Et comme je le disais au début, si 85% des emplois qui existeront en 2030 n'ont pas encore été inventés, comment est-ce qu'on pourrait créer ces référentiels-là, à moins d'être, je ne sais pas, des médiums? Et donc, c'est vraiment cette idée, c'est que ce qu'il faut, c'est un écosystème, ce que je propose, en tout cas, c'est la proposition que je fais, un écosystème où chacun peut être curateur des compétences. Et donc, je cite Axel Honneth, je ne sais pas si vous connaissez Axel Honneth. Axel Honneth, c'est le directeur de l'école de Francfort, après Adorno et Habermas. Il dit « La reconnaissance précède la connaissance. An Erkennen geht dem Erkennen voraus ». Et ce n'est pas simplement une belle phrase, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments qui nous montrent vraiment que la connaissance, la connaissance vient après la reconnaissance. Il y a un lien intime entre connaissance et reconnaissance. Il n'y a pas on connaît et qui permet, on reconnaît après. Non, c'est la reconnaissance, c'est de la reconnaissance que naît la connaissance. Et ça, je pense que ça se passe au niveau de la connaissance même, aussi au niveau des personnes. Et donc la reconnaissance est un élément, à mon avis, extrêmement important à prendre en compte. Voilà ce que je voulais vous dire. Et ce que j'ai... Comment vous...